Quartier pauvre de la Nouvelle-Orléans, d'un côté, un jeune homme, Rocco, filant à vive allure sur sa moto offerte par son père ce matin-là. Son père, c'est Jimmy Baxter, chef mafieux de profession. De l'autre, un jeune homme, Adam, à bord de sa voiture. Son père s'appelle Michael DeCiato, un juge reconnu pour son humanité. Alors qu'il conduit, la respiration d'Adam devient difficile. Une violente crise d'asthme le secoue. Sa ventoline tombe au sol, côté passager. Bienvenue dans Seriland, zoom sur la nouvelle série de Canal+, Your Honor, et sur ces fictions qui ont choisi la mafia pour décor. Seriland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva et je reste convaincue, après 40 épisodes de Seriland, que le point de départ de ce podcast est toujours d'actualité. Les séries sont le miroir de notre société. Parfois un miroir déformant, mais qui n'en demeure pas moins intéressant à scruter. Prenons un exemple, à l'heure où se déroule le procès d'une partie de la mafia calabraise en Italie. Sans Les Sopranos, sans Peaky Blinders ou encore Gomorrah, aurait-on une idée des mécanismes sur lesquels repose un système mafieux et l'ensemble du crime organisé ? Pas si sûr. Alors avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick, notre voix, nous avons replongé dans ces séries et dans Your Honor, la nouvelle fiction de Canal+, pour regarder d'un peu plus près comment la mafia est représentée. Sauf qu'il nous fallait aussi un expert. Et on a trouvé une perle rare, un homme docteur en sciences politiques, enseignant de géopolitique des criminalités et fan de séries au point qu'il utilise les fictions avec ses étudiants. Il est également fondateur et président de Crime Halt. Fabrice Risoli est notre invité expert. Au programme de cet épisode également, la série événement de Disney+, Vendavision. C'est la découverte de Seriland, une série dont nous avions très envie de vous parler avec Margot. Seriland, épisode 40. La série de la semaine. Bonjour Margot Barallon. Bonjour Eva. Très heureuse de vous retrouver pour cet épisode spécial Mafia. Et Moi bonjour aussi. Fabrice Risoli. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Bonjour. Il y avait deux raisons de vous recevoir Fabrice. L'actualité avec cet immense procès en Italie où sont jugées près de 350 personnes, c'est ça hein ? Le procès devrait durer 2 ans. Si j'ai bien tout compris, 2 ans de procès, voilà. Et au même moment, donc Canal+ dégaine une excellente série américaine adaptée d'un format israélien, Your Honor. Je le disais en introduction, Fabrice, tout commence par un accident de la route, une voiture qui fonce sur une moto, le motard est tué et le chauffard Adam prend la fuite. Alors Adam va tout avouer à son père, qui est un juge très connu de la Nouvelle-Orléans, notamment pour son intégrité, son sens de la justice. Et dans un premier temps, décision est prise donc de se rendre à la police, sauf que le garçon qui a été tué est le fils d'un chef mafieux. Fabrice Risoli, je crois que vous n'avez pas encore vu cette série sur Canal+. Absolument pas. On va tout vous raconter avec Margot. Margot, une phrase, comment convaincre les gens qui nous écoutent de regarder cette série ? Alors, je dirais qu'au-delà du fait qu'elle a les bases qui sont vraiment un très bon casting, un très bon scénario et une bonne réalisation, moi, c'est vraiment l'écriture des personnages qui m'a emmenée. Ils sont tous d'une grande subtilité. Il y a vraiment une analyse très fine des rapports filiaux, notamment père-fils. Moi, c'est vraiment pour ça que je conseille cette série. Alors moi, de mon côté, je reconnais que ça faisait longtemps que j'avais pas été tenue en haleine aussi puissamment sur toute la durée d'une série. Un suspense qui repose avant tout, complètement d'accord avec vous Margot, sur l'écriture. Il n'y a pas une séquence sans qu'on soit surpris des conséquences des agissements des uns et des autres. Il n'y a rien de prévisible, c'en est presque déroutant, même parfois. Une écriture et des dialogues servis par d'excellents comédiens, à commencer par Bryan Cranston, héros de Breaking Bad. Alors cette série-là, je sais que vous l'avez vue, Fabrice Risoli, Breaking Bad. Oui, plusieurs fois. Et qui parle aussi de mafia, quelque part. Oui, de trafic de drogue, de cartel, et puis de criminalité organisée aux États-Unis, oui. Vous la faites étudier à vos étudiants ? Oui, elle est un petit peu compliquée à étudier, mais ça m'est arrivé de la donner, en effet, oui. Alors, pour revenir à Your Honor, cet accident de la route, en fait, vous allez comprendre, va bouleverser à la fois la vie d'Adam et de son père, ça bien évidemment, on s'en doute, mais ça va également bouleverser l'équilibre qui tenait bon an mal an dans ce quartier entre le système mafieux des Baxter et celui de la communauté noire. Jimmy Baxter est convaincu que son fils a été tué par un jeune noir appartenant à un gang. One fucking job. Keep his family safe. Boss, I bought him the bike, Frank. it wasn't the bag that killed him. Tell that to Gina. It was desire payback. For
A fight? The kid was desired affiliated. Part of the benefits package. You get beat down, they make sure the other guy gets it worse. It wasn't a fight. Carlo kicked the shit out of him. Why would they wait all this time to come back at us? Fuck knows how these people think. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Jimmy Baxter, chef mafieux, regrette en fait de ne pas avoir su protéger son fils. Et son homme de main confirme que ce n'était pas un simple accident de circulation, mais bien une vengeance du gang des Desire. Vengeance intervenue après une bagarre au cours de laquelle le fils de Jimmy Baxter avait défoncé un garçon du gang. Fabrice Rizzoli, est-ce que les systèmes mafieux sont des décors formidables aux films et aux séries, ou la fiction, elle reflète finalement assez justement un aspect de notre société ? Alors oui, elle reflète des aspects de notre société et elle reflète aussi les systèmes mafieux, leur organisation, les dynamiques, la géopolitique des grands trafics. Évidemment, la différence, c'est que tout est contracté dans le temps. Et pour reprendre quelque chose de très classique pour que les gens comprennent, dans la série, entre guillemets, des 3 films Le Parrain, tout ce qui est dedans, c'est l'histoire des 5 familles italo-américaines. Donc c'est non seulement contracté dans le temps, c'est-à-dire 100 ans d'histoire de la mafia italo-américaine dans 6 heures, mais c'est aussi contracté avec 5 familles en une. Donc, il faut décoder. Il arrive un moment, il faut poser les choses sur la table et expliquer que c'est à la réalité et en même temps pas la réalité. Mais en le faisant, par contre, c'est sûr, on apprend. Et alors, est-ce qu'on apprend aussi avec les séries où on a un peu plus de temps justement pour développer la complexité des personnages, des mécanismes aussi qui sont décrits ? Ah ben c'est encore plus riche avec d'abord le nombre de séries, encore plus riche avec le nombre d'épisodes, avec parfois des différences parce que par exemple dans Breaking Bad c'est tellement narratif sur d'autres choses, c'est tellement particulier que par exemple pour moi l'étudiant, il va falloir qu'il trie encore plus ce qu'il y a autour de la narration pour arriver à mon cours. Pour être très clair, et donc à la géopolitique des drogues. Mais sinon, si vous prenez toutes les séries que je donne en ce moment, de 0-0 à Cannabis, et puis Peaky Blinders et d'autres, oui, vous avez tout, mais il faut aussi qu'on ait un peu de code au départ, un peu de matériel pour pouvoir décoder. Et ça, c'est l'objet de mon cours, et je pense que ça mériterait d'être fait un peu plus généralement. Il m'est arrivé de le faire avec des programmes pédagogiques, y compris au collège, mais voilà, ça mériterait de travailler là-dessus. Comme quoi, vous voyez, les séries sont bien un reflet de notre société. La mafia, c'est de plus en plus une guerre entre communautés aujourd'hui, où ça l'a toujours été. L'impression qu'on a dans The Your Honor, justement, c'est qu'il y a cette communauté noire qui est vraiment frontalement opposée à la communauté des Baxter, qui est une famille qu'on imagine ou qu'on devine. Qui est écossaise, a priori, oui, parce qu'il ouais. parle de panse de brebis farcie. Ouais, c'est ça. Ce qui m'a mis sur la piste. Ouais, on pense au départ qu'ils sont un peu italiens, mais en fait pas réellement. Bon, voilà. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui ? Un C'est clin une d'œil guerre à Trump et ses origines écossaises, certainement. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais. Peut-être. Moi, je vois toujours des choses dans les séries que mes élèves ils me trouvent prennent pour un fou à la fin. Mais c'est pas mal. La vision des communautés, c'est une vision très américaine, et donc je pense que j'ai pas vu Your Honor, mais j'imagine qu'il veut traiter effectivement ce problème-là. Sinon, les organisations criminelles, elles ont déjà tendance à devoir utiliser la violence pour défendre leur ordre social, alors au sein du clan. Donc, on tue le sous-chef parce qu'il n'a pas respecté, on tue l'associé parce qu'il doit de l'argent et qu'il doit pas. Ils sont obligés d'utiliser la violence pour régler les conflits entre clans. Donc c'est des communautés, mais la dimension raciale souvent n'existe pas, pour être très clair. Encore moins en France. Donc c'est un truc très américain, la notion de communauté raciale notamment. Là-dessus, on peut voir The Wire, qui a été vraiment très bien écrit. Très bien écrit, à revoir sur OCS, on en a beaucoup parlé déjà dans Seriland. Donc dans le premier extrait qu'on a entendu, il était question notamment de ce père qui disait « je n'ai pas su protéger mon fils ». Je voudrais vous en faire écouter un autre en essayant de ne pas spoiler ce qui relève du tour de force. Je le disais, la communauté noire donc est en guerre contre la mafia menée par la famille Baxter. Communauté noire dirigée par une femme très agacée de la tournure des événements, d'autant qu'elle paye une protection. Et cette protection, elle la paye pas à n'importe qui. The cop that keeps the heat off us. He needed a car to get stole, so I had to make it get stolen. You ain't need to do shit. That's why I paid him $5,000 a week. Now I got this baby with holes in his heart where his family used to be, and a mob boss motherfucker with a blowtorch. Now we go to war. It's your ass.
Alors, accent très prononcé par la comédienne qu'on vient d'entendre. Elle dit « Nous sommes en guerre et je paye une protection à un flic ». Fabrice Rizzoli, quand il est question de mafia, il est toujours question de police à un moment donné. Et souvent, il y a un sujet avec la corruption qui revient en permanence. C'est une évidence et je trouve que les séries sont moins pudiques que parfois nos experts, voire même nos journalistes. Ils dénoncent, entre guillemets, c'est pas leur rôle, mais ils parlent énormément de la corruption, de la sphère politico-administrative et en particulier des policiers, et ils ont raison. La prohibition des drogues a fait que les clans sont très très riches et donc ils corrompent beaucoup les policiers. Dans toutes les séries, ça se voit, c'est plutôt bien fait en général et ça aide beaucoup mes étudiants à comprendre l'ampleur du phénomène. Les trafiquants, effectivement, sont de mèche avec les policiers qui protègent leur business en échange, par exemple, de taper sur un autre clan. Ça, c'est très classique. Ou évidemment, on paye le douanier pour que la marchandise puisse passer. Donc on voit ça dans Gomorrah, on voit ça dans plein de séries, en effet. Et alors, c'est pas du tout caricatural à votre sens? Alors, mais encore une fois, ce qui est caricatural, c'est que le fait que vous allez regarder pendant 10 minutes le personnage d'un policier corrompu qui va être peut-être, je dirais pas omniprésent dans la série, mais qui va revenir souvent, alors que par rapport aux tonnes et aux tonnes de drogue qui sont dans le monde, tous les policiers ne sont pas corrompus. C'est là qu'il faut prendre de la distance, mais il ne faut pas attaquer les séries en disant « Ah, c'est caricatural ». Non, attendez. Il faut d'abord la regarder, prendre le temps des distances, regarder les sources, et là, on se rend compte que c'est vrai, et en même temps, il ne faut pas généraliser. Oh, on vous adore, Fabrice Rizzoli, vous allez revenir souvent dans Seriland. Margot. Mais ce qui est très intéressant dans Your Honor, c'est justement de constater à quel point la violence et l'ammoralité font tache d'huile, puisqu'en fait, on a face à cette famille mafieuse, une famille qui, au contraire, est censée incarner vraiment la justice et le droit. Le père est juge, la grand-mère, elle est sénatrice. Normalement, ils incarnent un peu les institutions. Ils finissent par tous mentir, et on voit qu'en fait, cette corruption qu'on rattache plus au clan mafieux fait tache d'huile partout et infeste un peu toute la société. Oui, d'ailleurs, il est présenté, le juge, comme vraiment un modèle d'humanité, d'intégrité. Ouais. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on sent que c'est pas forcé, en tout cas dans l'écriture du personnage. La justice, elle est aussi omniprésente dans ces histoires de mafia. Elle est omniprésente, mais moi, dans mon cours de géopolitique critique des criminalités fondées sur la dichotomie, excusez-moi du mot, la séparation légale-illégale, je renverse le paradigme. C'est-à-dire, je montre que c'est la sphère légale qui produit de la criminalité. Et je vais le dire en série et sans spolier. Épisode 1 de saison 1 de Boardwalk Empire, il fête la prohibition de l'alcool, il l'a faite. Et vous avez une scène exceptionnelle où le comptable de la ville, puisque nous sommes dans une plutocratie, les États-Unis, donc c'est le comptable qui décide, pas le maire, il organise dans son cabaret, dans son restaurant, une table où tout le secteur légal va se mettre à la prohibition de l'alcool. Donc, le shérif qui va sécuriser, le maire, les entrepreneurs légaux, ceux qui avaient déjà le droit de vendre de la boisson vont le faire illégalement, en contact avec la police d'État, ils se moquent des fédéraux qui à l'époque ne représentent rien. Et donc en fait, vous avez une scène que je fais étudier à mes étudiants où c'est la sphère légale qui prend en charge l'activité criminelle. Évidemment, là, c'est extrêmement fort, et c'est du fait de la prohibition de l'alcool qui a créé les mafias italiennes, italo-américaines telles qu'elles existent. Mais dans un ressort comme Your Honor, j'imagine que d'abord on part avec deux mondes, un légal et illégal bien distincts, et sous le prétexte, entre guillemets, de devoir sauver son enfant, qui est un mobile noble, alors là, il va être prêt à tout. Et si on enlève le mobile noble, on peut se rendre compte que toute la sphère légale corrompus se comportent comme les gangsters. Vous n'avez même pas besoin de la regarder, dites donc, vous avez tout compris. Ou alors on vous l'a bien expliqué. Vous avez vu, c'est formidable. Petite précision avant de clore ce chapitre sur Your Honor, la série est également en cours d'adaptation en français pour TF1, avec Cadmerade dans le rôle titre, et ce sera à découvrir au cours du dernier trimestre 2021. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. La sortie de Your Honor sur Canal+ nous a donné envie de replonger donc dans ces autres séries, voir si, aussi diverses soient-elles, ces fictions, ayant pour cadre la mafia, pour le dire rapidement, avaient des points communs. Parce qu'au fond, Fabrice Rizzoli, à travers ce thème du crime organisé, ses œuvres, elles nous parlent quoi ? Elles nous parlent de la violence, de la drogue, de l'argent, de la place des femmes, de la place de la religion et de la famille, on est d'accord ? De tout ça. De tout ça. Sur la violence que les mafieux utilisent plutôt en général de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions. S'ils doivent tuer un ennemi, c'est pas je me lève le matin, je suis énervé, etc. Donc ça, c'est assez bien montré, même si de temps en temps, il y a aussi des scènes de pulsion pour rendre ces gens très humains. Et des scènes de comédie avec une première référence incontournable.
Les Sopranos, évidemment, l'œuvre magistrale de David Chase, sortie en 1999, toujours disponible sur OCS. Alors on y découvre le quotidien de Tony Soprano, gangster notoire qui habite dans le New Jersey, ça a son importance, et qui souffre de crise de panique. Alors on va le suivre entre ses différents crimes, ses séances chez le psy, et chez lui où les conflits là aussi sont nombreux avec sa mère et sa femme notamment. Extrait de l'épisode 4 de la première saison, Tony Soprano est en voiture avec sa fille aînée qui va bientôt quitter le nid familial pour l'université. Tu es dans la mafia? Si je suis dans quoi? Je sais pas comment t'appelles ça, le crime organisé. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qui t'a raconté ça? Arrête, je vis à la maison depuis que je suis gamine. J'ai vu des flics débarquer avec des mandats et je t'ai vu sortir à 3h du matin. Et alors, t'as jamais vu le docteur Cusamano après un appel partir à ces heures-là aussi? Est-ce que les enfants de ce médecin ont déjà trouvé $50 000 ou un 45 automatique en cherchant leurs œufs de Pâques dans le jardin? Parce qu'on est dans l'enlèvement d'ordures, tout le monde pense aussitôt qu'on a des rapports avec la pègre. Ce ne sont que des clichés stupides, de la diffamation. Et je ne veux surtout pas que tu te mettes à colporter ces ragots. Bien. Ça n'existe pas, la mafia. Fabrice Risoli, il y a toujours ce moment où les enfants vont devoir demander à leurs parents et les parents vont devoir répondre à la question « Il fait quoi ton père ?» Oui, mais j'ai le même problème à la maison. Hein. Elle a 15 ans et j'ai beau vouloir tout dire. Elle trouve des 45 dans le jardin. Non, mais on peut pas toujours tout dire sur sa jeunesse, etc. Et pas toujours au même âge. Et finalement, Tony Soprano, il est confronté à ça. Je vous rappelle quand même que dans cet extrait, il l'emmène visiter je sais pas quoi à l'université. Puis finalement, il croise un ancien repenti. Puis il trouve le moyen de l'étrangler. Exactement. Puis après, il retourne voir sa fille. Puis il la ramène tranquillement. Mais comme il a une grosse conscience, il doit aller chez le psy. Et d'ailleurs, tout ça est en fait réel. La famille De Cavalcante, le boss, avait été voir le psy. Et ce qui est gênant, c'est qu'est-ce qu'il dit chez le psy. Donc, tout ça, c'est les rapports familiaux, la mère qui est exécrable, le père absent ou le père modèle. Et tout ça est traité dans les séries. Et aussi est traité le crime organisé parce que dans la série Soprano, on voit bien cette mafia italo-américaine extrêmement présente dans la sphère légale, par exemple, puisqu'il a un cabaret. Oui. Exemple. Donc, il est entrepreneur, Tony Soprano. Avant tout. Alors, légal. est-ce que j'ai une question très importante à propos des Sopranos pour l'avoir revu là en préparant cette émission? Est-ce qu'on sait ce qu'il fait réellement? Oui, alors, oui. il a ce cabaret, un club de striptease, pour être un peu excusez-moi. plus exact. Oui, mais, je suis pas. Mais oui. est-ce qu'on sait exactement la nature de son activité mafieuse? Ah bah oui, il est chef d'une famille mafieuse et donc, par exemple, il a des soldats qui prélèvent l'argent du racket. Voilà. Et donc, il y a des scènes pas dans les 7 saisons, mais où ils ont du mal à récolter l'argent de tel restaurateur italien, et donc il faut aller lui taper dessus. Et ça, par exemple, c'est la responsabilité du chef mafieux, de donner des ordres, de commettre des homicides, ou de restreindre la violence de ses affiliés, d'être en contact avec les hommes politiques, avec d'autres entrepreneurs. Oui, il est chef d'une famille mafieuse, d'une ville, à côté de New New Jersey, York. exactement. Voilà. Alors, on dit souvent le mot famille quand on parle donc de ces séries qui ont la mafia comme cadre, comme décor. Mais en fait, c'est un concept de famille qui est quand même redéfini. Parce que si on prend l'exemple des Sopranos, où il parle souvent de son oncle junior, on sait que c'est absolument pas son oncle en l'occurrence. Alors, est-ce que c'est une récurrence dans les séries là-dessus? Le problème du mot famille, c'est qu'il a été presque perverti par la mafia, puisque en réalité, les mafias en général sont des clans au sens des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on reproduit la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? On reproduit des loyautés. Donc, le soldat doit obéissance à son chef. On parle de famille, mais c'est pas de la famille biologique. Il y a qu'une mafia qui est une famille un peu biologique, c'est la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Qui est actuellement en procès. C'est le procès qui est actuellement. Toutes les autres, c'est de la Italie. cooptation. On prend les meilleurs. Mais évidemment, comme on est aussi au sein d'une famille biologique et qu'on donne des modèles, dans les Sopranos, il y a son neveu qui veut absolument en faire partie, il y a son oncle, donc effectivement, on a quand même souvent des membres de la même famille qui font partie du clan. Et ça crée d'ailleurs des tensions en fonction de est-ce qu'on va préférer, est-ce qu'on va être plus loyal à son cousin de sang qu'à d'autres membres de son clan, mais sinon, dans les Sopranos, les autres ne font pas partie de la famille biologique. Tout à fait. Alors, autre série, autre contexte, Fabrice Risoli, et autre époque. On va partir pour l'Angleterre, Margot, et plus précisément pour Birmingham. Avec une autre famille aussi, cette fois c'est les Shelby, et notamment Thomas, donc qui est joué par Cillian Murphy, évidemment, c'est Peaky Blinders. Les 5 saisons sont disponibles sur Netflix. Alors, au début de l'histoire, on est juste après la Première Guerre mondiale, et le clan Shelby s'inquiète de l'arrivée d'un nouveau commissaire de police qui est venu faire le ménage à Birmingham. On est quand même les Peaky Blinders.
Les flics nous ont jamais fait peur. Il a raison. S'ils viennent pour nous, on leur dessinera un beau sourire. C'est ça, Arthur? C'est ce que tu veux? Et toi, tante Polly, t'en penses quoi? On ne se cache rien dans cette famille. Tu n'as rien de plus à dire à cette assemblée, Thomas? Non. Rien qui regarde les femmes, en tout cas. Quand vous combattiez en France, ce sont pourtant les femmes qui ont fait tourner cet établissement. Qu'est-ce qui a changé depuis? On est revenu. Alors moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant avec Peaky Blinders, c'est cette capacité en fait qu'a eu le showrunner Steve Knight à faire une fiction très européenne, qui est ancrée à la fois géographiquement, mais aussi dans l'histoire. Il s'appuie énormément sur l'histoire, déjà parce que les Peaky Blinders ont existé. Et puis au fil des 5 saisons, l'histoire avance. Là, on est juste à la sortie de la Première Guerre mondiale et l'effet de la Première Guerre mondiale sur les Shelby qui ont combattu donc en France est énorme. Thomas Shelby, c'est quelqu'un de complètement traumatisé par cette guerre. Donc il y a vraiment cet ancrage dans la guerre. Et puis dans l'extrait, on entend aussi la problématique de la place de la femme dans les séries, les fictions de mafia en règle générale. En l'occurrence, dans Peaky Blinders, il y a cette fameuse tante Polly qui est extrêmement importante. Mais c'est vrai que parfois, les femmes sont plutôt cantonnées au second rôle, un peu maltraitées même. Alors, je commencerai par la Première Guerre mondiale qui me passionne beaucoup. Dans mon cours, j'explique aux étudiants, je leur demande de repérer que la guerre est productrice de criminalité. Qu'on s'est toujours servi des gangsters durant la guerre, que la résistance française a été peuplée de gangsters français qui sont devenus les grands trafiquants de la French Connection. Pas tous, mais voilà. Dans Boardwalk Empire, le vétéran a un rôle. Et alors, dans Peaky Blinders, c'est très très bien traité, parce que les 2 frères sont revenus barjots de la guerre, et c'est normal. Vous noterez quand même que pendant la guerre, le Shelby était tunnelier. Donc il était sous terre et qu'en anglais on appelle le crime organisé underworld. Donc je pense que l'écrivain a fait exprès. Deuxième remarque, le policier n'est pas venu faire le ménage. Il a une chose beaucoup plus importante, il fait partie d'une spéciale branche. Il est là pour retrouver des armes qui ne doivent pas tomber aux mains des Irlandais. Car ce qui inquiète la Grande-Bretagne à l'époque, c'est le statut de l'Irlande et la résistance, etc. Et si Sa Majesté doit donner des gages au crime organisé des Peaky Blinders pour pouvoir faire en sorte de mater la rébellion irlandaise ou de ne pas donner les armes, alors ça se passera comme ça. Et c'est comme ça dans l'histoire de tous les États. Donc c'est aussi ça qu'on peut apprendre de Peaky Blinders, qui est une super série. Sur le rôle des femmes, on passe du rôle un peu ignorant, un peu cruche, qui se pose beaucoup de questions dans Les Sopranos, à une femme qui est insérée dans le système. Et là, on peut facilement décoder que la plupart du temps dans le crime organisé, surtout dans les mafias, les femmes ont un rôle capital de transmettre le capital mafieux aux enfants. Donc la tante Polly, là, elle a un peu tout ça, parce que elle est quand même garante de l'unicité de la famille, voilà, il y a tout ça. Et puis elle a un rôle masculin, au sens, excusez-moi, qu'elle a des couilles. Et ça, c'est ce qu'on veut dans la mafia. On veut bien qu'elles aient des enveloppes de femmes, mais il faut qu'elles soient viriles pour tenir. C'est donc un personnage, à mon avis, très intéressant, parce que quand elle va, par exemple, sans spoiler un peu se contrer, ouais, ça va provoquer des heurts. Et encore une fois, le retour à la Première Guerre mondiale, où, bah oui, mais quand les mecs, ils étaient dans les tranchées, bah, les femmes, elles ont tenu la boutique. Donc maintenant, il va falloir faire avec. Donc ça, c'est bien fait. Alors, cette place des femmes qu'on voit assez omniprésente dans ces séries qui évoquent la mafia et le crime organisé. Pardon, je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais ça aussi, c'est pas si caricatural que ça. Ça a une forme de réalité dans les phénomènes que vous avez étudiés. Il ne faut pas se laisser empêtrer par le flot d'informations qu'il y a dans les séries. Il faut voir ce qui peut correspondre à la réalité et qui, en général, a été écrit à dessein. Soit les femmes révèlent une grande capacité à avoir toutes les activités criminelles où elles n'utilisent pas la violence. Dans les mafias italiennes, les femmes blanchissent l'argent. Historiquement, elles allaient donner à manger aux gens qui étaient dans les montagnes et qui fuyaient la police. Mais aujourd'hui encore, elles apportent un soutien logistique aux latitantes et ceux qui fuient. Elles ont toutes ces activités qui ne requièrent pas la violence. Exception faite, lorsque vraiment le mari est en prison, le père est en prison, elles peuvent prendre la direction du clan, souvent dans la mafia napolitaine, mais même dans la mafia sicilienne.
Et quelquefois, ils ont donné l'ordre de faire des meurtres. Mais c'est assez rare. Parce que ça reste un pouvoir par délégation. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle est la femme d'eux et la fille d'eux. Et d'ailleurs, les filles d'eux ont plus de pouvoir que les femmes d'eux. Donc, on peut voir dans ces séries qu'elles ont souvent un rôle économique, dans Ozark, etc. Mais dès qu'il s'agit d'utiliser la violence, c'est beaucoup plus compliqué. On est revenu, c'est nous qui décidons. Donc, je suis pas sûr que ça soit caricatural. Je trouve qu'on voit bien les tensions qui règnent entre le pouvoir qu'une femme peut prendre et le fait que ce qui doit rester aux hommes. Petite question d'actualité. Actuellement, le procès qu'il y a eu en Italie sur la mafia calabraise, enfin une partie de la mafia calabraise, est-ce que parmi les 350 prévenus, il y a beaucoup de femmes ou Non, pas? il y a pas beaucoup de femmes et je vous avoue que sur les 355 prévenus, je les connais pas tous, mais les grands mafieux, etc., là, c'est plutôt des hommes. Sur les complicités, on a noté la complicité, par exemple, d'une policière de la police de la route qui demandait des rendez-vous médicaux dans des cliniques privées et gratuits au chef mafieux, et en échange, elle faisait sauter des contraventions. Donc, on n'est pas dans un rapport de violence, on est dans la corruption. Dans la corruption. Alors, à propos de Peaky Blinders, vous avez compris, Fabrice Risoli, qu'on adore cette série. Mention spéciale à la bande originale, d'ailleurs. La musique est formidable, incroyable. Et elle accompagne vraiment le récit. Et puis, aux comédiens, à commencer par Cillian Murphy, notre sérivore Clémence Olivier a trouvé une histoire croustillante. L'aparté de Clémence. Je vais vous raconter. Quand il imagine sa série, elle est fondée sur l'histoire vraie d'un groupe de gangsters qui fait la loi dans le Birmingham du début du XXe siècle. Steve Knight a une lubie, que ses personnages soient réalistes. Pour y arriver, il s'informe sur le contexte historique, se soucie des costumes et aussi de la façon de parler des comédiens. Le gang Shelby vient de Birmingham, il doit donc parler comme dans les milieux populaires, industriels de l'époque, avec l'accent et le jargon du coin. Pour les comédiens, c'est un véritable défi, car cet accent de l'ouest de l'Angleterre est l'un des plus difficiles à maîtriser. À tel point que les sociétés de production anglaises sont nombreuses à éviter de mettre en scène des fictions à Birmingham. Alors, les acteurs et les actrices se retroussent les manches. La londonienne Helen McCrory, qui joue le rôle de Tante Polly, trouve une source d'inspiration pour le moins originale. Elle se sert des clips d'un chanteur de heavy metal originaire de Birmingham, Ozzy Osbourne. Cillian Murphy, l'interprète de Tommy Shelby, le chef du gang, choisit pour sa part une approche immersive. Il capte les spécificités de l'accent en se rendant dans les pubs de la ville. Et puis il travaille d'arrache-pied. Dans une interview au journal Cork Bio, il confie d'ailleurs qu'il lui faut en moyenne 1 mois pour trouver les bonnes sonorités. Mais ça paye. Et à l'écran, il perd peu à peu son accent irlandais pour s'approprier celui des Brumises, les natifs de Birmingham. There are Irishmen in Green Lanes who left Belfast to get away from him. They say Catholic men who crossed him used to disappear in the night. Yeah, but we ain't IRA. We bloody fought for the king. Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of coppers. He's right. If they come for us, we'll cut them a smile each. So Arthur, is that it? Vous n'avez pas tout compris ? Ne vous en faites pas, les Américains non plus. Pourtant, ils parlent la même langue. C'est pour ça qu'ils ont besoin de sous-titres anglais. Imaginez, c'est comme si nous, Français, regardions une série dont l'action se passe au Québec, avec des personnages qui parlent avec un accent marqué et des expressions locales. Eh bien, on aurait certainement besoin d'un petit coup de pouce pour comprendre de quoi il en retourne dans les dialogues. Comme ici avec Crazy, un film du Québécois Jean-Marc Vallée. Ta gueule, le fif. Ferme la dent, toi, ta gueule. Il me semble que ça relève pas mal pour un gars des intox. Bon, personnellement, moi, j'ai rien compris. De leur côté, malgré les efforts déployés par les comédiens, les habitants de Birmingham ne sont pas tous convaincus. Certains estiment que l'accent employé dans Peaky Blinders ressemble davantage à celui de Liverpool, ou que l'on entend l'origine londonienne de certains comédiens. Alors vous me direz, est-ce vraiment important ? Non, répond Steve Knight, car s'il tient à ce que la langue soit la plus proche possible de celle de ses personnages, il reste pragmatique. Pour lui, il n'y a rien de pire qu'un acteur qui se focalise sur sa façon de parler plutôt que sur son jeu. La performance passe avant tout. Et quand on voit le résultat, on ne peut que l'approuver. Alors, les 5 saisons de Peaky Blinders sont disponibles sur Netflix. En attendant la 6e, en revanche, ce sera la dernière, puisqu'on a appris que la 7e saison ne verra pas le jour, finalement. Voilà. Est-ce que vous faites étudier l'accent des acteurs à vos étudiants ? Non, mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut les regarder en VO, quoi. Bien sûr, on est d'accord. Enfin, là, je les ai entendus pour la première fois parler en français. La Peaky Blinders, c'est terrible. Donc, et non. oui.
Non, On est tous franchement. d'accord pour Après, dire... sur l'accent, voilà. je suis pas complètement surpris. J'ai été voir des matchs de foot toute ma jeunesse en Angleterre et je peux vous annoncer que l'anglais qui est parlé derrière les buts de football, c'est... Au niveau accent, c'est spécial. Oui, alors en plus, c'est des insultes. Alors j'imagine que vous avez double peine Au dans top. ces cas-là. Alors, autre série à laquelle nous avons pensé, Fabrice Risoli, c'est Gomorrah. Évidemment, on va quitter l'Angleterre pour l'Italie. On est à Naples dans les années... Alors 2010, c'est pas vraiment daté, ou alors j'ai loupé un détail de la série. Série créée par Roberto Saviano, qui avait dans un premier temps écrit un roman éponyme. Roman extrêmement documenté. La série l'est donc aussi. Gomorrah met en scène la guerre que se mènent deux clans de la Camorra, celui de la famille Savastano et celui de la famille Conte. Extrait de la première saison, un des acolytes du héros Ciro a été tué et Ciro rend visite à la veuve. Il n'y aura pas de funérailles à l'église. Pourquoi? C'était pas un chef. Il était même pas recherché. Pourquoi? Parce qu'il est mort une arme à la main. Il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas de lui à l'église. Maintenant, pour le reste, tu peux être assuré. On va tout prendre en main. C'est donc ça. Ton chef envoie mon mari se faire tuer? Et pour la peine, il veut me payer? Que l'église lui refuse un enterrement de chrétien, ça en revanche, il en a rien à foutre! Dis pas ça. Alors pareil, je vous la conseille évidemment en italien, c'est bien plus magnifique. Fabrice Risoli, j'ai choisi cet extrait parce qu'il est question de religion. Quelle est la place de la religion dans toutes ces séries qui évoquent la mafia et le crime organisé ? C'est et difficile. souvent, pardon, je vous coupe. C'est souvent la famille catholique. On le voit aussi chez les Sopranos, où il y a la présence du prêtre qui est régulière, etc. Il y a beaucoup de séries où la religion catholique est omniprésente. Alors, les mafias italiennes ou italo-américaines, c'est un club d'hommes hétérosexuels et catholiques. Et ils le revendiquent comme tel, c'est-à-dire qu'en fait, ils instrumentalisent la religion. Ils ont beau avoir tué, alors qu'il y a un petit commandement qui dit qu'il ne faut pas tuer son prochain, ils ont beau maltraiter les femmes, etc. Ils se revendiquent comme catholiques. Mais c'est de l'ordre de l'instrumentalisation, c'est-à-dire c'est de l'ordre d'exercer un pouvoir sur les populations, qui sont elles-mêmes catholiques, et de dire « moi je suis un bon catholique ». C'est aussi une manière de montrer son pouvoir en faisant des grands mariages, qui sont traités dans toutes les séries et dans les films, des grands baptêmes, etc. Donc c'est plutôt une instrumentalisation. C'est pas toujours bien montré parce que c'est difficile à montrer dans les séries, mais enfin on peut quand même voir qu'ils se disent catholiques et que leur vie est complètement à l'inverse. Salvatore Conte, qui est très très dévot, lui, il n'est même plus catholique, il est dévot, malgré tout, ça reste un trafiquant de drogue, qui tue un jeune à bout portant. Donc voilà, la contradiction est quand même montrée. Alors, toutes ces séries, elles reposent quand même sur un principe de réalisme, dont on parle depuis le début de cet épisode, de Fabrice Risoli, et qui tourne parfois même au documentaire, notamment avec les œuvres de Roberto Saviano. Et je pense notamment à sa dernière création, vous en parliez tout à l'heure, 000, série que j'avais adorée, que je recommande grandement, qui est toujours disponible sur MyCanal et qui évoque, alors moi je trouve en tout cas, vous allez me dire si c'est exact, mais avec précision le quotidien d'une famille qui est courtier en cocaïne entre le Mexique et l'Italie. Est-ce que c'est un mouvement que vous avez étudié et vous y retrouvez dans la fiction de Saviano ? Petite critique de forme, parce que c'est toujours bien. Moi, j'ai trouvé que les épisodes étaient écrits de manière très irrégulière. Et d'ailleurs, j'ai découvert que c'était pas à chaque fois le même réalisateur. Et bon, j'ai beaucoup aimé les deux premiers, moins les autres. En revanche, du point de vue de la géopolitique critique, c'est le top. Ce ne sont pas des courtiers, ce sont des gens qui sont responsables de la logistique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui appartiennent au monde de la mer. Et on est dans la mondialisation criminelle avec ce qu'on appelle les ports-conteneurs et les énormes conteneurs qui font voyager énormément de marchandises qui ne sont pas chers parce qu'on a tout délocalisé, voilà. Et ces gens-là sont centraux dans le trafic de drogue. Et c'est une des premières séries qui en parle, et ça, c'est génial. Ils sont américains, voilà. Donc ça, là-dessus, 000 est vraiment très bien fait. Quant à Gomorrah, oui, c'est presque documenté, c'est toute la vie d'un clan qui s'appelle Di Lauro, qui a eu 7 garçons, qui a régné en maître, qui a réussi à fuir la police pendant longtemps. Puis il y a eu des dissensions, des violences et toute la question de l'héritage. Comment les enfants peuvent-ils reprendre l'héritage? Donc c'est une série qui est plutôt bien faite. J'aurais une critique, puisque l'Italie c'est le pays de la mafia, mais c'est aussi le pays de l'anti-mafia. Je trouve que la série va un peu fort sur l'absence totale de policiers et d'efficacité policière. Il y a une exception, c'est dans la série 1 où le directeur de prison tient tête au chef mafieux et le directeur de prison gagne. Il fait même arrêter un des gardiens de prison pour corruption et donc ensuite le mafieux est transféré. Il est même transféré
à l'isolement strict, qui est un article du code de procédure italien. D'ailleurs, il morfle le mafieux. C'est le seul moment, sur 4 ou 5 saisons, où quand même le triomphe de la mafia, à mon goût, est beaucoup trop fort. Et je ne dirai rien, il y a un problème dans la dernière saison, mais on a dit qu'on ne spoilait pas. On ne spoile pas, mais alors vous avez fait la transition avec la dernière question que je voulais vous poser. En fait, dans ces séries-là, et où alors il y a eu une exception et vous allez peut-être me la dévoiler, on est toujours du point de vue de la mafia. On est du point de vue de la mafia au point que ces personnages qui sont quand même odieux arrivent parfois à être des héros auxquels on s'attache. Alors, le sujet est vaste. On a souvent reproche aux représentations d'une manière générale et au cinéma de vanter la mafia. C'est le cas du Parrain qui est une ode à la mafia. Et ça peut être pareil avec les séries. On a un problème, c'est que soit on fait une série policière et c'est le policier qui est au centre, soit on fait une série sur la mafia et c'est le mafieux qui est au centre. Et d'une manière générale, ce qu'on constate, c'est que la représentation du bien, ça paye pas. C'est moche. Donc, on représente le mal. Et malheureusement, comme en plus on a énormément progressé dans les couleurs, dans le temps, et que les sociétés de production ont énormément d'argent, nous font beaucoup de séries, on a raison de dire que le risque, c'est que déjà qu'avant les gens des quartiers, par exemple populaires en France, s'identifient à Scarface, eh bien là, il y a toute une génération qui va ne voir que de la mafia triomphante. Sauf que nous, il nous reste quoi ? Il nous reste à décoder la pédagogie et à l'étudier à l'école. C'est-à-dire, il faut montrer à l'école, qu'à la fin, dans ces séries, les gens s'entretuent, finissent en prison. Quand ils gagnent, c'est pour peu de temps et que peut-être, c'est pas le modèle à suivre. Margot ? Moi, je trouve que le thème récurrent, que ce soit dans les films, dans les séries, et notamment dans Le Parrain, c'est quand même celui de la solitude. Je comprends les reproches qui sont faits sur l'espèce de glorification d'un système ultra-violent, mais enfin, à la fin, ces mecs sont quand même tout seuls, tout le temps, qu'ils finissent en prison ou pas. Vraiment, la solitude et l'espèce de vacuité de toute cette existence de violence est quand même très souvent montrée. Je trouve que c'est le contrepoint. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un contrepoint qui relève de l'intime et pas de l'institutionnel. Donc effectivement, on ne voit pas, ou très peu, la lutte vraiment qui est mise en place contre ces systèmes. Mais d'un point de vue purement personnel et intime, c'est pas des gens auxquels on a très envie de ressembler à la fin, généralement. Et on pourrait même dire que toute cette violence, est-ce qu'elle a vraiment une conséquence sur les comportements violents des êtres humains ? Notre société est de moins en moins violente, il y a de moins en moins d'homicides. Pour l'instant, il ne me semble pas qu'on ait tous basculé dans l'envie de tuer son voisin parce qu'on aurait une rivalité avec lui. Donc il faut aussi, là-dessus, se calmer, à mon avis. Avec cette compréhension que le bien et le mal sont des notions très difficiles à cerner et qu'on en est tous concernés. La découverte de Seriland. C'est la dernière partie de cet épisode de Seriland, Fabrice Risoli, avec nos recommandations de la semaine. Alors on quitte totalement le monde de la mafia. Ce sont les séries incontournables, celles qui font l'actualité, que nous avons regardées pour vous. Et avec Margot, on a craqué sur la nouvelle franchise Marvel, sur la plateforme Disney+. Ça s'appelle WandaVision, une série qui débute avec cette musique. Quitter la ville pour vivre une vie tranquille. WandaVision. Margot, c'est pas une plaisanterie, il s'agit bien des premières secondes du premier épisode en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de la série si c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est pas très sympa, je vous laisse le faire, vous avez vu. Il faut faire un petit rappel quand même pour ceux qui n'ont pas du tout suivi dans l'univers Marvel. Donc en fait, WandaVision, c'est la contraction des noms de Wanda Maximoff et Vision, qui sont deux super-héros de la franchise. Wanda, c'est une sorcière, la sorcière rouge, qui a donc des super-pouvoirs. Et Vision, lui, c'est un androïde qui a aussi plein de super-pouvoirs. Leur particularité, c'est quand même très rare chez les super-héros, c'est qu'ils sont mariés l'un avec l'autre. Et donc, au début de WandaVision, ils emménagent en couple dans une banlieue américaine, toute lisse, toute propre. Voilà, donc on les retrouve dans leur petit pavillon. Wanda propose d'ailleurs un petit déjeuner à Vision. Ma femme et ses soucoupes volantes. Mon tendre époux et son indestructible tête. Nous faisons vraiment la paire. Qu'est-ce que tu dirais d'un assortiment de mini pancakes avec des pommes au four, du bacon, des œufs, du jus d'orange maison et un bon petit café ? J'en dirais que je n'ai pas besoin de me nourrir. Ça explique pourquoi le réfrigérateur est vide.
Alors oui, Fabrice Risoli, vous entendez des rires, mais c'est fait exprès en fait. Oui, exactement, parce qu'en fait c'est une parodie de sitcom américaine, la sitcom I Love Lucy. Donc ça c'est le premier épisode, sitcom I Love Lucy qui date des années 50. Et en fait ça a vraiment été tourné comme une sitcom. Donc les acteurs ont tourné devant un public, ce qui se fait quand même... plus beaucoup, voire plus du tout, et certainement pas pour les acteurs de la franchise Marvel. Et en fait, comme ça, tous les épisodes vont recréer les ambiances des sitcoms de plusieurs décennies, puisque deuxième épisode, on passe aux années 60, avec c'est Ma sorcière bien aimée, voilà. Ensuite, ce sera les années 70, donc l'écran va s'élargir, sortir du format 4/3 et du noir et blanc pour prendre un peu de couleur. Mais donc, on comprend dans cet extrait qu'ils ont des super pouvoirs et leur objectif, c'est quand même de s'intégrer au voisinage, donc de les cacher. Ça va être un grand ressort comique. Et pourtant, très vite, la machine se grippe, quelque chose cloche et on se rend compte notamment que Wanda et Vision n'ont pas de souvenir de leur vie commune d'avant. Alors, d'où venez-vous tous les deux? Qu'est-ce qui vous amène ici? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants? Oh, je crois que ce que ma femme s'apprête à dire, c'est que nous venons de... Oui, nous venons de... Et nous nous sommes mariés en... Oui, nous nous sommes mariés en... Eh bien, d'où venez-vous? Vous êtes mariés depuis quand? Alors c'est une série quand même assez étonnante. Moi qui c'est suis très loin étonnant du milieu Marvel, d'avoir transposé des super-héros dans cette ambiance-là. Évidemment, c'est un exercice de style qui est assez réussi d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est un très bel hommage à la télévision américaine, enfin des décennies de télévision américaine. Et surtout, l'énorme avantage, c'est d'avoir insufflé vraiment un vent de nouveauté dans une franchise Marvel que personnellement, je connais assez bien, mais qui m'agace parce que les films tournent en rond, sont devenus très formatés. Et là, on a quelque chose d'extrêmement rafraîchissant avec cette série-là. Est-ce que c'est un univers qui vous parle, l'univers Marvel, Fabrice Risoli ? Beaucoup moins, mais je suis assez d'accord que ça permet y compris de parler de l'actualité. Là-dessus, les séries sont très très fortes. J'avais déjà dit ça il y a 15 ans. Ça permet de parler de sujets dont le cinéma ne parle plus. Le cinéma américain, formaté, avec les pop-corn, etc. Et voilà. Et dans les séries, on peut parler de prostitution, alors que dans les grands films, c'est terminé. Donc le vecteur est certainement très adapté. Ces rires, là, moi, ça me fait penser aux séries que je regardais quand j'étais jeune. Et oui. Et les séries américaines, comme ça, je me souviens plus du tout d'une femme très urbaine et très bien habillée qui devait aller vivre à la ferme. Et c'était une succession de gags et ça faisait rire. Il y avait la série avec ces Américains, ces soldats américains qui étaient dans un camp de concentration. Et à chaque fois, c'était... ça revient au goût du jour. C'est très drôle à entendre, en tout cas. C'est drôle à entendre et c'est drôle à voir. Vraiment, moi, encore une fois, j'ai été fascinée par les 2 premiers épisodes en ne connaissant pas en fait l'univers Marvel, donc c'est que ça fonctionne quand même. Et je sais que je vais continuer à la regarder, la série. L'originalité de la forme, pour moi en tout cas pour l'instant, prime sur tout le reste, mais c'est déjà une excellente raison pour découvrir donc WandaVision, et c'est sur Disney+. Le crush de l'invité. Ah, ça faisait longtemps. Bah oui, Fabrice Risoli, parce qu'on a bien compris que vous étiez féru de séries, vous en regardez beaucoup. Vous nous avez parlé de votre fille tout à l'heure qui a 15 ans, je sais qu'elle adore le jeu de la dame, si je ne me trompe pas. Mais vous avez aussi craqué pour une autre série, et difficile de ne pas être d'accord avec vous. Alors j'ai choisi le générique de cette série parce que dès qu'on passe un extrait dialogué du Bureau des légendes, en l'occurrence, on risque de spoiler cette série magnifique signée Éric Rochant. Les 5 saisons sont disponibles sur MyCanal. Pourquoi ce coup de cœur ? Pour moi, c'est la plus addictogène. C'est-à-dire, ça fait partie de ces séries où, quand on en a regardé déjà 2 épisodes, se priver de l'autre, je pense que c'est dû à l'écriture avant tout. Bien sûr, on n'est quand même pas loin des ressorts qui, à moi, me plaisent plus, le rapport aux enjeux de pouvoir, aux États, aux organisations clandestines. Mais je trouve que c'est très bien écrit, très bien joué. Pour moi, encore, j'ai pas assez dit que j'adorais aussi beaucoup les séries américaines parce que les acteurs sont exceptionnels. On a fait énormément de progrès en France. Et là, par exemple, dans le Bureau des légendes, les acteurs sont aussi très très bons. Et on apprend plein de choses sur les techniques de renseignement, y compris de renseignement actif, qui sont assez bien faits quand même. Alors ça, vous me dites, c'est assez bien fait parce que vous connaissez ces techniques-là, parce que vous les avez étudiées au cours de vos recherches, ou vous avez vous-même été espion, ou vous avez des velléités à devenir espion. Comment ça se passe ? Je suis chargé de recherche.
Je suis chargé de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, qui milite pour que les services de renseignement, par exemple, soient contrôlés de manière démocratique. Mais en même temps, ça reste des activités toujours qui doivent rester discrètes, etc. Et donc, j'ai déjà rencontré des gens dont c'était le métier. Et il y a pas mal de choses dans le bureau des légendes qui correspondent, les techniques d'interrogatoire d'un djihadiste, comment on va aller récupérer quelqu'un sur le terrain, comment on fait des campagnes d'intoxication. Très intéressant dans le bureau des légendes, comment on est obligé de composer avec les services secrets étrangers. Amis, pas amis, qui sont souvent amis mais pas forcément amis, les Israéliens, les Américains, c'est assez passionnant et c'est ça, quand même, ça a l'air réel. Margot, est-ce que vous faites partie des gens qui veulent que ça continue ? Je rappelle que le Bureau des légendes est censé être terminé, mais qu'il y a beaucoup de pression sur Canal+ pour qu'ils poursuivent d'une façon ou d'une autre. Peut-être avec des spin-offs. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont envie de plus, ou est-ce que comme moi, et j'ai tendance à être minoritaire, vous aimez bien quand ça se finit pas si mal ? D'accord, alors moi je suis un gourmand, j'aime bien quand ça continue. Bon alors moi je suis plutôt du clan Margot. J'aime bien quand c'est terminé, voilà. Il faut savoir dire adieu. Oui, sauf que si Louis Garrel revient, le personnage de Louis Garrel revient. Varrock, vous changez d'avis. Ouais, je change peut-être d'avis. Voilà. Donc, un petit message à Canal+. Pour tous les spin-offs, on est d'accord pour que ce soit autour de Louis Garrel. Merci beaucoup, Margot. On vous retrouve bientôt dans Série-Land. Et puis, vous continuez à nous distiller des conseils séries dans l'émission Culture Média, aussi présentée par Philippe Vandel. C'est tous les jours de 9h à 11h sur Europe 1. Merci infiniment, Fabrice Risoli, pour votre éclairage. Vos étudiants de la Sorbonne doivent se régaler avec vous. On les envie. On vous retrouve aussi sur votre blog mafia.fr, mafia avec un S, et au sein de votre association Crime Halt, une réflexion citoyenne sur la grande criminalité. Et comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série. On termine avec Tony Soprano, évidemment. Une mauvaise décision vaut mieux que l'indécision. Dans le prochain épisode de Série-Land, je vous propose de rester chez le psy. À l'occasion de la sortie de la série En Thérapie sur Arte, Eric Toledano, un des producteurs et réalisateurs de cette fiction pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur, a accepté de nous dévoiler les coulisses de l'adaptation française de ce format israélien. À ses côtés également, Vincent Pomiro, un des scénaristes de cette excellente série. Série-Land est un podcast Europe 1 Studio, produit par le chef du clan, Timothée Magot, réalisé par son bras droit, Christophe Pierrot, et préparé en coulisses par le clan des femmes, composé de Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, c'est certain. Restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez même nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast et vous n'imaginez pas à quel point être étoilé nous rend heureux. Le groupe Facebook de Série-Land est là pour vous aussi et nous sommes désormais sur Deezer. Mais attention, dans Série-Land, la règle ne change pas. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.